C'est une belle morale, ça. C'est une belle morale. Parlant d'anxiété... Je pense pas qu'on va commencer comme ça. On peut, mais en tout cas. Non. Anyway. Aujourd'hui, bonjour, allô, merci d'être là. On parle d'un sujet... On parle d'hypnose avec Cindy. Allô, ça va bien? Allô, ça va bien vous autres? Yes, Ouais, yes. merci d'être là. De te prêter au jeu. Vous connaissez, vous autres, dans le fond? Ouais, exact. Ouais, Cindy, dans le fond, c'est la cousine à ma blonde. Ouais. Puis ma blonde, elle a suivi la formation de Cindy, qui est maintenant... t'as ton école d'hypnothérapie. Puis maintenant, Jess, elle travaille avec Cindy, dans le fond, dans sa clinique orientation et hypnothérapie. Exact. Fort. Ouais, parce que toi, c'est ça, tu as un background en orientation à la base? Oui. J'ai fait un bac en orientation que j'ai fini à peu près en 2008. Puis mon stage de bac, je l'ai fait à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Puis là-bas, j'ai découvert l'hypnose. Fait que moi, à ce moment-là, j'étais un peu comme tout le monde. J'en ai entendu parler, mais je trouve ça bien mystérieux. Puis, fait qu'à l'unité où j'ai fait mon stage, il en faisait en individuel puis en groupe. Fait que j'ai demandé si je pouvais pas assister aux séances de groupe. Fait qu'on m'a permis, puis quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mon Dieu, c'est extraordinaire! Il faut que j'en apprenne plus. » Puis moi, j'avais des problèmes de psoriasis depuis vraiment longtemps. Puis j'ai demandé à la personne qui pratiquait l'hypnose « Ça se travaille-tu? Peux-tu m'aider? » Le psoriasis avec l'hypnose. La personne, elle me dit « Ouais, viens me voir à 2h30 cet après-midi, puis je vais te faire une technique. » Puis la personne m'a fait une technique, puis j'ai jamais eu de psoriasis de toute ma vie. Là, what the fuck? Fait que je me suis dit, il faut que je sache qu'est-ce que c'est que cette technique-là. Fait qu'avant même de commencer ma maîtrise, je me suis formée en hypnose dans une école à Montréal. Quand j'ai fait ma maîtrise en sciences d'orientation, j'ai rédigé mon essai sur l'hypnose et l'épuisement professionnel. Fait que je suis en pratique privée depuis plusieurs années, là, peut-être depuis 2010. Puis, c'est ça, j'ai jamais arrêté la pratique privée. Mon travail a évolué vers d'autres choses. En 2019, j'ai ouvert Neuroformation. C'est une école de formation professionnelle spécialisée en hypnose. Fait que je forme des hypnothérapeutes. Puis au-delà de ça, j'ai la clinique Orientation Hypnothérapie où est-ce qu'on accompagne des gens. Puis moi, je suis conseillère d'orientation. Fait que dans mon travail, des fois, je peux intégrer un petit peu l'hypnose pour le stress, des éléments comme ça dans mon travail, mais sinon, je suis vraiment plus dans mon rôle d'hypnothérapeute à la clinique. Là, fait qu'on accompagne les gens vers du bien-être. Si t'avais pu m'hypnotiser à devenir médecin, genre, ça aurait été sick. Hey, mais c'est quoi? Il y a un lien quand même avec l'hypnose et l'orientation? C'est quand même assez près un peu, je pense que peux-tu faire une différence? Bien, l'orientation, c'est sûr que, je suis conseillère d'orientation. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs branches à l'orientation. Tu as du scolaire, on dirait, moi, je fais juste penser à l'orienteur qui m'a dit comme, tu vas faire ça, tu devrais aller vers là. Il y a plusieurs branches, c'est ça. Tu as le scolaire, tu as détermination de projet de vie, tu as l'aide à la retraite, de la réorientation de carrière. Tu as plein de choses que tu peux faire, du stress au travail, des fois aussi, tu as de la misère à prendre des décisions professionnelles, des choix professionnels. Fait que tu peux faire quand même plusieurs choses. L'hypnose n'a pas sa place nécessairement dans tout en orientation. Les choix de carrière, là, moi, on ne met pas l'hypnose là-dedans. Là. Mais pour du stress au travail, dans l'anxiété de performance, des éléments comme ça, du stress scolaire, c'est super intéressant de venir intégrer l'hypnose dans cette pratique-là. Mais c'est ça, ça a quand même ses limites, là, dans le sens, là, les choix professionnels ou... C'est moins pertinent. OK, j'ai beaucoup de questions, mais avant, on va faire nos questions. Notre round de questions, puis on va tout debunk après. Sachez que restez tout le long de l'épisode si vous voulez qu'on revienne avec nuance sur qu'est-ce qui va être dit. Parce qu'évidemment, ça va être des réponses sans nuance, oui, non, réponse courte. Tu peux rapprocher vraiment ton micro. C'est oui, non, mais tu peux passer aussi. On veut pas piéger nécessairement quelqu'un. Si t'es pas à l'aise avec une question, tu dis on va passer. Puis tu peux dire comme oui, mais... Puis on va revenir. Exact. OK. Et tout le monde est prêt? Oui, la minute de stand-by, c'est parti. Tout le monde est hypnotisable. Oui, mais... Est-ce que l'hypnose est une science? Oui. L'hypnose peut être dangereuse? Ça pourrait. L'hypnose peut aider à maigrir durablement. Oui. Tu accepterais d'hypnotiser un criminel pour une enquête? Non. Tu crois que l'hypnose est efficace contre la douleur chronique? Oui. L'hypnose peut améliorer les performances sportives? Oui.
l'hypnose peut guérir des maladies physiques? Je pense. Est-ce que tu peux t'hypnotiser toi-même? Absolument. Accepterais-tu d'être hypnotisé en direct devant un public? Moi, je me ferais hypnotiser? Ouais. Non. Les psychologues sous-estiment l'efficacité de l'hypnose. Non. Un bon hypnothérapeute peut aider quelqu'un à arrêter de fumer plus efficacement qu'un médecin. Non. Hypnotiser quelqu'un sans son consentement, c'est possible? Oui. Les hypnotiseurs de spectacle décrédibilisent ton travail. Ben, c'est dur à dire. Oui, non, mais... Super. Tu crois? C'est time, mais on peut s'en prendre une petite dernière. Ok, la petite dernière, parce que côté plus spirituel, mais tu crois que certaines vies antérieures peuvent être explorées par l'hypnose? Oui, non, mais... Super, on a quand même dit oui, non, mais à aller chercher. Alright. Moi, il y en avait une que... Parce que souvent, tu demandes... Ouais, allons-y dans le désordre. Qu'est-ce que tu as punché plus? Est-ce que l'hypnose peut être dangereuse? Je pense que c'est une des troisième questions. C'était comme été... Ouais. J'ai pas envie de, tu sais, je veux dire... ce que je veux dire par là, c'est important d'aller voir des gens qui sont compétents. Qui font un bon travail. Aussi, il faut faire attention aussi quand on fait de l'accompagnement pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale importants, des problèmes de santé physique importants. Fait que, tu sais, dangereuse dans ce sens-là, tu sais, dans le sens que, tu sais, des fois, sous hypnose, les gens peuvent vivre des émotions plus intenses, peuvent vivre des choses un peu plus intensément à l'intérieur d'elles. Fait qu'il faut faire attention, puis c'est toujours notre responsabilité, je trouve, là, tu sais, comme professionnel, d'être bien formé, puis de s'afficher, puis d'expliquer nos limites, mais aussi comme client, tu sais, d'aller vers des gens qui sont formés, qui sont compétents, qui sont professionnels, avec qui on va pouvoir se sentir bien, là, puis faire un bout de chemin qui va être positif, là. Fait que, tu sais, dans ce sens-là. Okay. Dans le sens des professionnels. Hey, je veux juste aller monter le micro, les boys. Ce sera pas long. Si tu veux en sortir Mais moi, j'aimerais juste debunk un peu à quoi ressemble une séance. Quelqu'un arrive, prend tes services. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit où? Ça ressemble à quoi chez vous? C'est quoi une première séance? Comment tu guides? Décris-moi un peu une première fois. C'est bon. Une première séance, la première des choses, ben c'est sûr que l'hypnothérapeute va faire un petit peu le point sur ce qu'on veut travailler. Il va un peu discuter avec nous de nos besoins, de nos objectifs. C'est quoi tu espères obtenir un peu avec ce travail-là? C'est quoi tes aspirations? Pourquoi tu viens consulter? Puis aussi, le lien de confiance, pour moi, là, il est fondamental dans mon travail. C'est-à-dire, si je suis pas capable d'offrir un environnement sécuritaire, un environnement aussi propice à l'ouverture, un environnement aussi où est-ce que le client a besoin de se sentir qu'il va pas être jugé, qu'il va être compris, qu'il va être écouté, qu'il va être respecté. Ça, c'est fondamental dans le travail. On va écouter nos clients, on va prendre le temps de se déposer, on va les laisser parler, on va leur donner de l'espace. On va ils vont nous partager un peu leurs problématiques. Puis la première rencontre, souvent, là, moi, je vais faire des tests de suggestibilité. Fait que, une fois qu'on a jasé un petit peu du processus, puis c'est important aussi de savoir que moi, je vais toujours expliquer, qu'est-ce que je peux faire, dans la première rencontre. Est-ce que le client ou patient? Client. Est assez informé? Est-ce que le client moyen arrive un peu avec des idées de grandeur de « je vais devenir riche puis je vais sortir avec la fille que je veux parce que Dieu sait que tu peux faire de quoi » ou est-ce que les gens sont assez terre à terre puis comprennent que c'est ce qu'ils viennent chercher comme service? Moi, je suis ce gars-là. Moi, je suis genre, tu m'hypnotises Mesmer, là. Comme, c'est ça, genre, ma vision des choses. En toute transparence, on a des motifs de consultation qui sont bizarres, là, oui, on en a déjà, j'ai déjà été approché parce que quelqu'un avait caché de l'argent dans sa maison, puis il trouvait plus son argent. Puis cacher des objets dans sa maison, puis plus trouver ses objets. Fait que, on a des motifs de consultation, des fois, qui sortent un peu du thérapeutique, là. Ça, tu peux-tu m'hypnotiser pour que j'oublie complètement une personne, puis que ça soit complètement le néant dans ma tête, que je l'ai jamais connu, là. Genre rupture ou quoi. Des choses comme ça. Fait que, tu sais, malheureusement, là, tu sais, dans le travail thérapeutique qu'on fait, c'est de l'accompagnement. On fera pas perdre la mémoire à quelqu'un. Dans la limite, on pourrait quand même accompagner quelqu'un pour qu'il retrouve quelque chose dans sa maison. Ça pourrait arriver parce qu'on travaille un peu dans la mémoire, on travaille un peu dans le subconscient. Fait que des fois, ça peut faire débloquer des choses, mais moi, c'est pas quelque chose que je travaille. C'est-à-dire, tu sais, moi, si tu viens me voir, c'est un motif de consultation qui est dans ma cour, dans mes limites professionnelles, quelque chose que je peux travailler. Puis c'est quelque chose aussi que je le sais que je vais avoir des résultats, puis c'est pas farfelu, là. C'est vraiment de l'accompagnement thérapeutique, là. Fait que, tu sais,
estime de soi, apaisement du stress, amélioration de la confiance en soi, de la préparation mentale aussi, préparation pour l'entraînement, préparation pour la perte de poids, préparation pour aussi des choses qu'on a à accomplir sur le plan professionnel. Fait que c'est super intéressant. J'aimerais ça qu'on va parler de ton anxiété. Okay. Pas de mon anxiété, mais du sport. Où est-ce que j'en parlais avec les gars avant qu'on commence? Où est-ce qu'on peut tracer la ligne entre de la méditation puis de l'hypnose? Parce que j'ai l'impression que de ce que j'entends sur l'estime de soi, le stress, l'anxiété, c'est des choses qui peuvent être dans un état méditatif. Sais-tu, vu que ça vient d'une tierce personne, on appelle ça de l'hypnose? Où est tracée la ligne entre les deux? C'est souvent dans l'état modique de conscience que la ligne va se tracer, puis dans la façon du professionnel de travailler. En hypnose, on va utiliser la suggestion hypnothérapeutique. On va faire des suggestions qui vont amener la personne à modifier des perceptions, à vivre autre chose pendant une technique. Fait que sous hypnose, les gens vont souvent se retrouver, on va partir des bêta, on va s'en aller en alpha, il y en a qui vont aller en theta, mais aussi on va se retrouver en zone gamma. En zone gamma, c'est comme si... un flag, j'ai besoin d'explication. Je vais expliquer. Ouais. Ben, je vais y aller avec l'hypnose. L'hypnose, là, c'est important, là, je vais parler de l'hypnose thérapeutique. Je ne parlerai pas de l'hypnose de scène. C'est de l'hypnose thérapeutique, ça va provoquer un changement cérébral. Fait que cette technique-là va provoquer une modification cérébrale. Fait que là, présentement, j'imagine qu'on est en bêta. Tout le monde est conscient, on est en bêta au niveau cérébral. Fait que sous hypnose, on va fermer les yeux, on va commencer à s'éloigner avec des techniques de respiration, de relaxation. Puis là, on va se retrouver en zone alpha. Zone alpha, vont s'approfondir. Fait que c'est une altération de conscience. On va se retrouver parfois en zone θ. Puis quand on a cette connexion-là à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y a une lumière qui s'allume, puis on a une certaine conscience de notre expérience intérieure. Fait qu'on a une capacité à se voir, à se sentir, puis à vivre une expérience à l'intérieur de nous. On serait en zone gamma quand on a cette conscience-là à l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. La première séance d'hypnose que j'ai faite là, pour moi, là, pour travailler mon psoriasis il y a bien des années, c'est pas c'est un hypnothérapeute, là, mais c'était un autre professionnel. Il me fait la technique, puis là, il fait une technique d'approfondissement. C'est une technique visuelle, c'est un ascenseur. Fait que, visuellement, tu embarques dans un ascenseur, il y a des panneaux lumineux, puis tu descends, puis ça approfondit ton état. Puis là, ben moi, je suis dans l'ascenseur, dans ma tête, puis là, il me dit, pas d'inquiétude, il me dit, je suis avec toi. Je me tourne de bord, puis je le vois. Tu sais, ça, c'est une expérience gamma, dans le sens que c'est hyper détaillé. Puis je suis très attentive à une expérience à l'intérieur de moi. Fait que je me sentais vraiment dans l'ascenseur. J'étais là... Tu le voyais dans ta tête? Oui, je le voyais dans ma tête. Ouais. J'étais dans l'ascenseur, puis l'homme est à côté de moi, puis je le regarde. Je dis, il est vraiment là. Puis ça me surprenait d'avoir cette conscience-là, d'avoir cette réflexion-là pendant que je suis sous hypnose. Et ça, c'est des ondes gamma, en fait. Ben moi, sous hypnose, j'ai quand même réussi à voir des choses aussi pas mal. Là. Je suis déjà allé voir Cindy, puis sinon avec ma blonde aussi, dans ses pratiques, dans sa formation, elle m'a mis sous hypnose. Puis c'est vrai, là, un peu, là, puis t'es plus apte à la suggestion de la personne, de l'hypnothérapeute. Fait que si effectivement t'es ouvert à ça, ben tu vas quand même rentrer dans cet univers-là. Mais je veux revenir à la méditation, dans le fond, par rapport à ce que tu disais, parce que j'ai fait pendant un bon 6 mois à peu près à tous les jours de la méditation. Puis je réussissais quand même à rentrer, j'ai l'impression, dans un monde gamma de même. C'est quoi la différence, un peu comme Antoine disait? Ouais. On dirait que je réussissais à m'auto-hypnotiser en quelque sorte. La méditation, là, on peut, ça dépend, il y a de la pleine conscience. Souvent dans la pleine conscience, on va être dans le moment présent, on va être plus attentif à ce qui se passe autour, puis on va être plus connecté à des éléments extérieurs. Fait que là, à ce moment-là, on est en bêta, on est en zone bêta. Puis on peut même être en bêta accéléré, fait que j'ai une capacité là, d'être vraiment dans le moment présent, d'entendre les oiseaux, de sentir les odeurs. Fait que ça, c'est plus, on est vraiment plus conscient. Mais il y a toutes sortes de types de méditation. Là. Je peux me retrouver en zone alpha, puis je peux me retrouver en θ en méditation. Puis des fois, il y a des techniques de méditation où est-ce qu'on va méditer seul, dans le silence, ou avec une musique. Fait que c'est vraiment une expérience qui est vraiment pas dirigée nécessairement par nous-mêmes. Moi, j'appelle ça « go with the flow ». Fait que, on laisse aller qu'est-ce qui est là. Mais il y a des expériences de méditation qui sont très dirigées. Sujet spécifique, avec un objectif aussi qui peut être spécifique. Par exemple, je peux méditer pour... apaiser mon stress, je peux méditer. J'y allais avec une application, là, justement, fait que j'écoutais quelqu'un. Là. C'est plus dirigé, là, dans ce sens-là. En hypnose, on va utiliser l'induction. L'induction va
induire l'état motivé de conscience. Par la suite, on va utiliser une technique d'approfondissement, ça va venir approfondir l'état. Par la suite, on va utiliser la suggestion en fonction de l'objectif du client. Qu'est-ce qu'il veut obtenir comme résultat? Est-ce qu'il veut se préparer mentalement à aller courir un 8 km? Est-ce qu'il veut se préparer à être plus motivé dans un processus de perte de poids? Là, on va utiliser la suggestion pour le préparer. On va lui faire vivre, on appelle ça des émotions supérieures avec des images, des sensations. Puis par la suite, on a toujours un moment d'émergence, puis on a une technique de réveil. Ça, c'est vraiment la structure de base de l'hypnose, qui n'est pas la même en méditation. En méditation, tu as dû diriger, mais tu n'auras pas nécessairement l'approfondissement, tu n'auras pas nécessairement la suggestion qui va être très axée aussi sur l'objectif. La suggestion aussi qui est comme plus personnalisée. Exact. La suggestion, c'est ça qui va souvent programmer le subconscient. Okay. Puis le subconscient, dans un état particulier, est très réceptif et très ouvert à la suggestion. Mais en même temps, on ne perd jamais de notre libre arbitre. Ouais. Ça voudrait dire qu'à n'importe quel moment, si ça ne fait pas de bon sens, le client va dire « Hey, non, j'embarque pas là-dedans. » Mais c'est ça, mais genre physiquement, tu es en train de me parler, de me relaxer. Tu sais, dans la séance, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue extérieur? C'est tu me parles, puis c'est toi, tu sais, avec ce que tu dis, puis les exemples que tu donnes, puis comment tu me mets en relaxation. C'est là que tu prends le contrôle de moi, mettons, non, mais pas de contrôle. Tu appliques ces techniques-là. Exactement. Okay. Moi, mon objectif, là, puis je le dis tout le temps aussi à mes étudiants, ne misez pas sur la relaxation parce que de toute manière, la relaxation va se présenter. Elle va être présente à cause de la technique. Misez tout le temps sur la suggestion. C'est ça, là, c'est ça un peu notre défi dans le sens, il faut construire des techniques qui vont être adaptées. Tu sais, l'hypnose, là, c'est un processus qui est unique à la personne. On appelle ça une approche utilisationnelle. Fait qu'on va construire quelque chose en fonction d'un objectif, en fonction de la réceptivité de la personne, en fonction de ce qu'elle veut aussi comme résultat. Fait que c'est vraiment bâti en fonction d'une personne puis de son besoin. Puis, mais c'est ça, c'est vraiment approche d'une certaine forme de psychologie aussi, de comprendre la personne puis quelles suggestions vont être bonne pour elle, tu sais, ultimement. Fait que, tu sais, le travail de première rencontre doit être super important. Des fois, ça te prend plus qu'une première rencontre pour vraiment cerner la personne. Puis... Ça peut arriver, mais souvent, tu sais, je veux dire, nous, on a quand même des limites. On est hypnothérapeute, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychothérapeute. On y va dans notre cours. Nos approches sont souvent axées sur le coaching. On donne beaucoup d'outils. On travaille ici maintenant. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler? Quels sont tes objectifs? Après ça, on va partir de ça puis on va construire quelque chose qui va être adapté à la personne. Fait que oui, la première rencontre est importante, d'établir un lien de confiance. Si la personne n'a pas confiance en son hypnothérapeute, souvent, elle va tomber en résistance. Elle ne se laissera pas aller, là. T'sais, elle va être tu sais, je ne sais pas, il va faire quoi avec moi? Surtout qu'il y a plein de mythes qui entourent l'hypnose. Là. Ben oui, puis moi, honnêtement, je suis une personne un peu sceptique par rapport à des choses comme ça, des fois, parce que je suis comme... Ben, je sais que je suis fermé à beaucoup de choses. Fait qu'en partant, je sais pas, tu m'as proposé de l'essayer, puis j'étais comme, je sais pas, parce qu'à la base, je suis comme fermé, fait que il faudrait vraiment que je me laisse aller, mais plus on en parle, plus je m'ouvre à ça. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, justement, le contrôle, tu sais, avoir peur que l'hypnothérapeute ait le contrôle sur toi, je pense. Ben c'est ça, mais c'est parce que je pense que ça vient de l'image de Mesmer. Non. Ben là, on voit des gens à la radio, là, je vais dire n'importe qui, là, Billy Tellier, là, que lui, il a peur de voir Mesmer parce que à chaque fois, Mesmer, il y a un contrôle sur lui. Fait que je pense que ça vient un peu de cette image-là qu'on a de l'hypnose. Peut-être que d'une manière subconsciente, ça m'affecte, mais c'est pas nécessairement ça. Ma peur vient pas du fait que je sais qu'est-ce que Mesmer fait, puis tout, c'est bon, ça serait peut-être pas mon grand chum, là, mais genre, ultimement, je sais qu'est-ce qu'il fait, puis je mets ça dans un autre bac, mettons, là, genre vraiment c'est différencié dans ma tête. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être la misère à faire la différence, puis tu dois le voir des fois, mais moi c'est clairement séparé, mais j'aurais peur de consulter un hypnothérapeute, comme tu disais, puis que la personne n'ait pas nécessairement... je sais pas, des bonnes intentions ou une bonne pratique ou quoi que ce soit, puis réussissent à travailler quelque chose, une suggestion en moi que je voulais pas nécessairement, tu comprends? Tu sais, exemple, là, on parlait de performance sportive, moi, je suis un papier sportif, mettons, puis j'ai un événement qui s'en vient dans pas long, puis j'aurais pensé à faire ça, mais comme je fais tellement confiance à mon mental actuel que j'aurais peur qu'on change quoi que ce soit là-dedans, tu sais, puis que ça n'aille pas dans une bonne direction. De là, la confiance qu'elle disait au début, tu sais, de trouver la bonne personne aussi, puis de pas aller voir des chamans. Mais d'y aller aussi si t'as une problématique. À ton sens, à toi, une problématique, si t'es super confiant avec ta performance, ton corps, ton état d'esprit, c'est comme là... chercher de l'aide. Si vraiment ça te stresse, t'as peur, là, il y aurait une ouverture à avoir de l'aide, je pense. T'as quand même raison, parce que ultimement...
mettons pour le sport, je me sens confiant là, mais comme mon anxiété en général dans la vie, ça, je me sens pas confiant par rapport à ça. Puis ça, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent te consulter pour l'anxiété, le stress en général quand même. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent qui vont vers des approches comme ça parce que le simple fait de se retrouver en zone alpha, c'est vraiment relaxant. Les rythmes vont se ralentir, la respiration va ralentir, les pensées vont ralentir, la circulation sanguine va ralentir. C'est super bénéfique là, de faire ce type de technique-là. Puis moi, j'en parle souvent, j'aime dire que je suis une ancienne anxieuse. Okay. Dans le sens que quand j'ai commencé mes études à l'université, là, l'été, avant que je rentre à l'université, moi, j'ai explosé en anxiété. C'est épouvantable. C'est là que j'ai commencé à faire du psoriasis. J'en avais jamais eu de ma vie. Social ou performance? Ou... Performance. Ouais, OK. Ouais. J'ai commencé à stresser vraiment, surtout. Puis j'avais toujours eu un tempérament anxieux. Là. Moi, je faisais des terreurs nocturnes beaucoup quand j'étais jeune. Puis, fait à l'entrée à l'université, je me suis ramassée avec l'eczéma à la grandeur du corps. J'avais des spasmes dans l'œsophage. Puis là, j'ai fait mon bac tout de même, là, tout mon bac au complet. C'est pas nice. J'étais allée voir, j'ai été hospitalisée 2 fois, puis le médecin, il m'a dit « Tu devrais peut-être penser à travailler ton stress, ton anxiété. » Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Je me suis dit « Oui, je suis pas stressée. » Finalement, je m'ai inscrite à un cours de yoga à l'Université Laval. Il m'a dit, il me l'a dit, je vais écouter ça, je vais voir ce que ça va m'apporter. J'ai fait une crise d'anxiété. Un cours de yoga. Je suis content d'entendre ça, parce que moi, dans ma tête, un cours de yoga, c'est ça que ça me crée. Fait que j'ai lâché le cours de yoga, je suis jamais retournée, puis ma vie a changé quand j'ai découvert l'hypnose, en fait. Ah ouais, c'est quand même un long moment que tu as vécu. C'est un éternel moment. Il y a des symptômes physiques, puis on dirait que le monde ne comprenne pas. Je suis stressé, je suis anxieux, puis des fois on a cette discussion-là, puis j'ai l'impression que ça ne peut-être pas des fois, mais je suis comme, hey man, moi c'est le nombre de pensées qui passent dans ma tête, de pas m'endormir le soir, la tension du corps, des fois, c'est terrible. Là. Mais ça, c'est incroyable. Là. Le cerveau a à peu près entre 70 000 et 80 000 pensées par jour. Là-dessus, là, combien on en choisit consciemment? Moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, hey, mon Dieu, mais je dois en choisir 5 par jour. Là. Ouais. Pensées concrètes, là. Puis quand tu comprends ça, que tu es envahi, là, puis des pensées, là, ils viennent, là, puis là, de la peur, l'anxiété, le doute, la culpabilité, tout ça, ça vient automatiquement. Quand tu prends conscience de ça, tu peux commencer à choisir. Tu choisiras pas les 80 000 par jour. J'aimerais ça. mais si tu commences là, à consciemment d'en choisir plus par jour, comment je veux me sentir, comment je veux percevoir ça, qu'est-ce que j'ai besoin, mais ça commence à changer, tu sais. Ouais, puis je pense que avec une certaine rétroaction, une personne anxieuse, que ça fait un moment qui vit avec ça. En tout cas, moi, c'est le jugement que j'en porte aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments que c'est pire, puis il y a des moments que c'est moins pire, puis je le vois dans les moments que c'est moins pire, que je suis comme, ok, là, j'ai un certain contrôle sur comme les pensées qui passent dans ma tête. Genre, en ce moment, Frank aurait dû mettre son sel sur des notes de mais tu sais, puis il y a des moments que c'est pire, que là, j'ai vraiment l'impression que j'ai aucun contrôle. Ce qui prouve que ça se peut, tu sais, genre déjà sans aide, il y a comme une certaine fluctuation dans comment je contrôle mes pensées, tu sais. Mais je serais curieux, d'essayer pour l'anxiété. Un suivi comme ça peut prendre combien de temps? C'est souvent c'est de l'accompagnement, c'est du coaching accompagnation de courte durée, fait que ça peut représenter 3 séances à peu près, puis des fois ça peut être un petit peu plus, puis des fois tu peux revenir une fois de temps en temps, une petite séance, ça te replace un peu. On donne beaucoup d'outils aussi là, aux gens. On peut programmer des ancrages. Après ça, les gens peuvent utiliser ces ancrages-là. L'auto-hypnose, c'est extraordinaire. Là. Ouais, 2 points. Ça, c'est vraiment cool. Là, c'est pas genre 7 ans de suivi. Ce qui, des fois, me fait peur quand il faut que je consulte un psychologue, là, en fait. Puis, parce que ça me rajoute un stress financier. Ce qui aide pas le stress en général. Puis l'autre affaire, l'auto-hypnose, ça se peut, ça? Oui, ça se peut, c'est sûr que ça se peut. Ouais. Parle-nous-en. Comment tu fais ça? Ben moi, c'est sûr que dès que j'ai commencé à me faire former en hypnose, j'avais déjà compris le principe de l'auto-hypnose. Là, fait que je me suis dit, mon Dieu, mais on va commencer à essayer d'intégrer ça rapidement. Là. Ouais. Moi, j'étais hyper gênée à l'école. Je me souviens d'une présentation orale qu'on a faite à l'université, puis il y avait du monde. C'était un cours... les cours de psycho, il y avait toujours bien du monde, puis j'avais un cours en psycho à l'université, puis on était en équipe, puis on faisait une présentation. Puis... C'est venu mon tour, il y a à peu près 180 personnes dans la salle, c'est mon tour de parler, j'ai failli tomber sans connaissance. Tellement j'étais gênée. Hey, aujourd'hui, là, je fais des conférences, je suis capable, mais je me suis vraiment programmée. J'ai vraiment, avec la visualisation, avec l'auto-hypnose, je me suis projetée dans des situations que j'aimerais vivre
en fonction d'objectifs que je voulais atteindre. Puis je l'ai fait pendant des années là, pour essayer justement de dépasser certaines peurs que j'avais, certains malaises que j'avais. Puis ça m'a transformée juste à ce niveau-là. Puis moi, quand j'étais jeune, ça, c'est sûr que je le savais pas, mais j'ai toujours dit, moi, je suis une rêveuse, j'étais jeune, puis j'étais hyper créative, imaginative. Puis moi, j'ai eu un bon surplus de poids quand j'étais au primaire, fait que j'ai vécu beaucoup d'intimidation par rapport à mon surplus de poids. Puis j'ai commencé sans... Puis moi, je suis rêveuse, là. Puis je m'évadais beaucoup dans ma tête. Je me visualisais différente, je me sentais différente. Puis année après année, là, puis j'ai commencé... Dès que j'ai commencé à faire ça, puis c'était à peu près en 6e année, j'ai commencé à perdre du poids. Puis je me suis pas jamais dit à aucun moment, je vais me mettre au régime, je vais arrêter de manger ça. Ça à 11 ans, c'est rare qu'on fasse ça. Ça s'est placé un peu tout seul. Puis quand j'ai commencé à faire l'hypnose puis à comprendre, je me suis dit, OK, sans le savoir, je faisais de la visualisation. Puis je me programmais. Moi, je m'évadais dans un petit monde qui me faisait drôlement du bien. Puis ça m'a vraiment changé à plusieurs niveaux. Tu sais, je veux dire, nous, on est 4 chez nous, puis on a tous été un peu éduqués de la même façon. Manger beaucoup chez nous, c'était être en santé. Fait que ma mère, là, elle nous faisait beaucoup manger, on était en santé. Ma mère est chef cuisinière, elle aimait ça quand on mangeait beaucoup. Fait que chez nous, là, tout était permis. Là. Moi, tous les soirs, je mangeais beaucoup de chips, je mangeais beaucoup de chocolat. Même, j'étais super sportive, là, on avait une alimentation. Non, pas assez pour la bouffe qui rentrait. Puis il y avait même, je sais pas si vous connaissez ça, il y avait même Suncrest qui livrait de la liqueur chez nous à toutes les semaines. Des grosses caisses de liqueur en vitre, là. Ils livraient ça chez nous. Tu mettais les vitres dehors, puis ils repartaient avec ça. Comme un laitier, mais des carbs en soda pop. Fait que tu sais, j'avais pas le surplus de poids pour rien. Ouais. Mais tu sais, mes habitudes se sont beaucoup modifiées, tu sais, à travers les années. Fait que, j'ai l'impression l'auto-hypnose, là, c'est pas genre tu t'assois puis tu fermes les yeux, genre t'es capable d'un peu aller prendre une marche puis faire juste de la visualisation. Ben, il faut vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir, respirer puis réfléchir. T'es-tu capable de t'auto-hypnotiser? Tu sais, comme t'arrives sur un spot, t'es stressé, tu peux pas t'asseoir dans le coin puis hypnotiser, mettons, genre t'es-tu capable? Ouais, c'est ça, donnez-moi 5 minutes, là. Je ferme les yeux, je veux plus de bruit. Non, mais tu sais, t'es-tu capable de faire ça comme assez rapidement sur le spot? Ben oui, mais en fait, tout de suite en partant, là, l'auto-hypnose va demander un petit peu de pratique. Il va falloir quand même être patient parce que cet état-là, il faut le connaître pour le reproduire. Okay. Toi, tu l'as dit tantôt, là, cet état-là, tu es allé, ben là, tu l'as vécu, tu le sais. Ouais. Ben c'est ça. En auto-hypnose, souvent, on va tenter de vivre l'expérience pour pouvoir le reproduire. Parce que si tu l'as pas vécu, c'est dur de le produire. Là. Fait que ça va nécessiter un peu de pratique, l'auto-hypnose. Mais une fois que tu maîtrises cet état-là, tu peux dans une file d'épicerie, tu peux te remettre dans... Moi, j'appelle ça mon lieu de sérénité. Moi, j'appelle ça comme ça pour moi. Hey, je retourne dans mon lieu de sérénité, j'ai l'impression que je ralentis, j'ai l'impression que je me dépose. Après ça, tu sais, je repars un peu avec tout ça. Puis il y a de l'autosuggestion. Hein? C'est Émile Coué. C'est un pharmacien. Émile Coué, il a comme créé l'autosuggestion. Puis l'autosuggestion, c'est de se faire soi-même des phrases, une programmation. Ça peut être même, là, je pourrais m'en faire une présentement, mais elle doit être accompagnée d'émotions supérieures. C'est-à-dire, quand je me dis ça, il faut que j'aie une résonance, tu sais. Puis moi, quand je vous donne un exemple, là, j'ai mon deuxième enfant, là, vu que j'ai eu des problèmes de poids quand j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, moi, j'espérais bien gros reperdre mon poids rapidement. Puis ma deuxième grossesse, ça a été difficile, puis j'étais obsédée par des pensées très envahissantes par rapport à ma perte de poids. Je maigrissais pas, en fait. Puis j'ai utilisé l'autosuggestion pour essayer de me débarrasser de toutes ces pensées-là. Puis moi, ma phrase en autosuggestion, c'est « Je veux plus que ça prenne toute la place ». On dirait qu'automatiquement, ça faisait un vide. J'étais apaisée. Moi, ça me faisait tellement de bien. Fait que, moi, ça m'a reprogrammé. Fait que j'ai arrêté d'être envahie par ces pensées-là. Je m'en suis débarrassée. Ça, c'est de l'autosuggestion. Mais tu sais, il y a toutes sortes de petits outils qu'on peut utiliser. Tu sais, mettons en performance sportive, l'autosuggestion peut être intéressante aussi à utiliser dans le quotidien. Tu sais, avant de commencer ton entraînement, ton intention, c'est quoi? Autosuggestion. Si tu sens que ça baisse, autosuggestion. Tu vas remonter. Mais le mental joue, puis tu sais, je le vois vraiment dans le sport, mais que c'est... Je sais pas comment le mettre en ratio, peut-être un 60% quasiment. Je pense que c'est David Goggins qui dit que c'est 40% ton corps puis 60% ta tête. Là. David Goggins n'étant pas un expert de quoi que ce soit, mais étant un animal, ultimement. Là. Mais ouais, ça joue un énorme part. Puis tu sais,
là-dedans, je sais pas c'est où on trace la ligne entre comme auto-hypnose, suggestion pis tout, puis juste comme le concept de se voir positivement aussi, là, tu sais, dans beaucoup d'algorithmes semi-toxiques d'entrepreneurs douchebags dans lesquels j'ai été quand j'ai commencé à m'entraîner, qui prennent tous des bains de glace. By the way, des bains de glace, aucun bienfait prouvé. Genre... ouais, je drop des facts, c'est certain. À moins que ce soit genre un joueur de football. Sinon, ça sert à rien. Genre, ultimement... Bon, il y a plein de concepts qui sortent là-dedans, mais tu sais, de dire, hey, quand tu te vois dans le miroir le matin, tu peux te dire que tu te trouves beau, puis que tu vas être capable de faire ce qui t'attend dans ta journée, puis de juste se dire ça, c'est crissement mieux que de se voir dans le miroir et de dire, hey, je suis un déchet, puis je serai jamais rien capable d'accomplir. T'sais. Tellement. Fait que j'imagine qu'il y a une part de tout ça qui merge avec l'auto-hypnose, d'où est-ce qu'il y a une part de se dire des belles choses, puis de se parler positivement, ça fait une grosse différence. Même si au début, on n'y croit pas à force de le dire. Répétition, ça nous reprogramme. Ouais, c'est fou, ça. C'est fou, puis je pense que les gens... Moi, une de mes plus grandes croyances, c'est que l'humain est pas bon à voir l'effet de notre travail à long terme, genre. Puis quand on parle de répétition, justement, que ça marchera pas tout de suite, puis tu as dû le vivre si tu as perdu du poids, puis ultimement, c'est comme l'effort que je mets aujourd'hui, je verrai pas 100% les résultats là, mais ça va finir par cumuler, puis il faut que je croie au process, tu sais. Puis ça, j'ai vraiment l'impression qu'on a de la misère à le voir. Puis ça doit être dur aussi avec ça. Ben, en même temps, toi, en 3 séances, t'es capable de faire une différence. Fait que ça me semble être une genre de clé magique que, genre, j'avais pas accès avant. Parce que dans ma tête, je suis comme... Ou tu sais, même, tantôt, on parlait d'arrêter de fumer. T'sais. C'est comme arrêter de fumer, le premier jour, c'est tough en tabarnak. T'sais. T'en as-tu qui consultent pour ça? Oui, on en a. Ouais. Puis... Mais tu sais, ça, c'est... Comment que je pourrais bien dire ça? Tout en partant, là, moi, les gens qui veulent arrêter de fumer, je fais toujours un tri. Là, j'en fais plus, là, c'est important. Je ne prends plus de gens en arrêt de fumer. Okay. Je fais d'autres choses. Puis je prends plus beaucoup de clientèle non plus, là, c'est important de le savoir. Mais je faisais un tri, c'est-à-dire, tu sais, on va se parler. Je vais t'expliquer à quoi tu peux t'attendre comme résultat. Parce que, tu sais, c'est pas de la magie, là, l'hypnose. Ça, c'est pas un coup de baguette, puis tout à coup, je me souviens plus de rien, puis je fume plus, puis c'est terminé, là. Ça serait sick. C'est-à-dire, tu sais, si je suis pas vraiment prête, là, tu sais, si j'ai pas fait la réflexion, si je veux pas vraiment, parce que moi, j'en ai souvent vu dans mon bureau des gens dire, bon, ben, je vais m'essayer. J'ai juste ça, j'ai pas essayé. Là, de rien qui a marché, mais peut-être que ça va marcher. Ben oui, mais peut-être que ça va marcher, mais peut-être que non. Mais t'es-tu vraiment après? C'est-tu vraiment ça que tu veux arrêter de fumer? Ça, c'est un esti de bon point d'apporter. Il faut tellement se minder. Là. Ouais. Tu sais, l'hypnose va nous aider à aller de l'avant, à prendre confiance en nous, à nous motiver pour continuer. Tu sais, ça va nous aider à apaiser les rages aussi. Tu sais, ça va nous aider à ce niveau-là, mais ça fera pas tout le travail. Ça m'enlèvera pas ma responsabilité de dire, OK, là, dans une soirée, je la prends-tu la cigarette qu'on m'offre? Je dis non. Ouais. Tu sais, c'est ma responsabilité, là, quand même, là, de continuer à travailler sur moi. Fait que moi, je faisais un tri, puis là, j'expliquais ça. Il y a des gens qui me disent « Ouais, peut-être pas prête tant que ça, mais c'est parfait. Tu rappelleras quand tu seras prêt. » C'est ça. Ouais. Et il y en a qui me rappelaient 1 an plus tard, je m'en souvenais, je leur avais parlé, puis ils étaient prêts. Fait qu'il y en a des gens que j'ai accompagnés puis qui ont cessé de fumer en une séance. Il y en a d'autres qui ça a pris un peu plus de temps. Puis ça aussi, il y en a qui n'ont pas arrêté non plus. Ouais, c'est ça. La réalité, mais c'est vraiment une part de la réalité. Puis, tu sais, je pense qu'il ne faut pas arrêter d'essayer de travailler sa résilience mentale. C'est-à-dire, je vais peut-être aller te voir 3 fois, 3 années différentes. Je vais échouer ma tentative d'arrêter de fumer les 3 fois, puis c'est la 4e qui va fonctionner, mais la 4e n'aurait pas eu lieu sans les 3 autres avant. T'sais. Même chose avec quelqu'un qui serait genre en processus de désintox ou quoi que ce soit qui est comme un pattern chronique répétitif. Comme travailler sa résilience mentale, c'est d'accepter qu'il y a des fois il va y avoir des échecs puis que des fois ça va finir par fonctionner. Puis ça, c'est tough, accepter, c'est raide. On aimerait tout ça que ça fonctionne du premier coup, là, genre insérer ici référence à genre Ozempic et tout le monde qui veut maigrir one shot. Là, on cherche tout le temps la pilule miracle, mais reste qu'elle n'existe pas, puis c'est une grosse part de mental. Là. La pilule miracle se trouve à l'intérieur de nous. Ah, wow. Dans notre désir de voir les choses changer. Ça, c'est un d'être clip. Capable de se mettre dans l'action. Et là, il est là le miracle. Mais c'est fou le vrai, puis tu sais, je disais comme ça, c'est un clip en disant comme c'est une phrase cliché qu'on entend, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, puis on veut tellement pas l'entendre, mais c'est vrai. Puis ça va juste prendre du temps, il faut être patient avec soi-même. Ouais. Exact, doux, bienveillant, patient, puis continuer de vouloir avancer. Ouais. Je veux moi, je veux juste revenir, mettons, sur l'anxiété, le traitement d'anxiété, puis que tu disais que tu es très jeune, tu as découvert que tu étais anxieuse, puis là, finalement, l'hypnose aurait pu te guérir plus tôt, mettons. Là. À quel âge
mettons, tu pourrais commencer à faire des traitements. Tu sais, je pense à ma fille qui a 9 ans, puis que je pense pas qu'elle a des problèmes d'anxiété, mais on le sent qu'elle est quand même un peu anxieuse. Là. Fait que, tu sais, est-ce que tu te verrais traiter un enfant pour un problème d'anxiété ou il faut pas que tu fasses ça pour un enfant? Non, on peut faire de l'accompagnement, on peut accompagner les enfants, puis c'est à peu près à partir de 4-5 ans qu'on peut les accompagner. Les enfants, à cet âge-là, sont toujours dans leur subconscient. Ils vivent un peu dans leur subconscient, dans leur inconscient. La conscience n'est pas nécessairement installée à cet âge-là. Donc, ils sont hyper réceptifs. Mais c'est pour ça qu'ils disent n'importe quoi. Mais en même temps, là, c'est important de savoir, tu sais, chaque tranche d'âge, on va avoir une façon de travailler, c'est-à-dire, tu sais, avec les plus jeunes, on va utiliser plus les jeux, l'imagination. Puis plus ils montent en âge, plus on va utiliser d'autres techniques. Fait que, à partir de 12 ans, l'enfant, il a une bonne conscience aussi de son environnement extérieur, son environnement intérieur. Là, on va utiliser des techniques un peu plus traditionnelles, mais plus courtes. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de travailler. Encore là, toujours s'orienter vers quelqu'un qui est formé. Parce que nos petits-enfants, là, on les met pas dans les mains de n'importe qui. Je ne mettrais pas le cerveau. Mais c'est quoi ta vision, mettons, des autres professionnels de la santé mentale? Ils en pensent quoi de l'hypnothérapie? Je sais pas, je peux pas te répondre à ça. Bonne réponse. Mais bonne réponse, moi je me serais pas annoncé. Je peux pas te dire parce que je pense que dans plusieurs professions, il y en a qui pratiquent l'hypnose en toutes sortes de types de professions. T'sais, fait qu'ils ont une ouverture à ce niveau-là. Mais en même temps, il y en a qui vont pas intégrer l'hypnose dans leur travail et c'est correct. On a le droit de s'intéresser à ce qu'on veut, on a le droit d'utiliser les outils qu'on veut dans notre travail et c'est correct. Puis moi, j'ai cet intérêt-là, je l'utilise depuis des années. Puis, moi, c'est mon outil de prédilection, là, c'est ma passion. Moi, je carbure à cette technique-là, mais à aucun moment, ça me dérangeait qu'un professionnel me dise « Ah, tu sais, moi, pas d'intérêt pour ça. » Mais c'est bien correct, là. Non, mais je posais la question parce que je disais qu'il y en avait quand même beaucoup de psychologues qui, un coup leurs études terminées, vont chercher d'autres outils dans des formations professionnelles du genre, puis si ça en est une qui est quand même... En fait, c'est dans plusieurs domaines. On a, dans les travailleurs sociaux vont se faire former en hypnose, là... je connais d'autres conseillers d'orientation qui se font former dans ces domaines-là. C'est des techniques de plus en plus utilisées. Fait que, c'est des outils complémentaires que les professionnels peuvent utiliser dans leurs rencontres pour outiller un petit peu plus les gens. Fait que je pense on est rendu là à avoir une plus grande ouverture. Mais est-ce que je me trompe? Ben, c'est comme, on dirait, un peu nouveau. On voyait comme l'hypnose... moi, j'ai toujours vu ça comme Mesmer, là, tu sais. Est-ce qu'on le voit que là, les athlètes s'ouvrent à l'hypnose, il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à l'hypnose puis que c'est rendu une technique beaucoup plus utilisée. Est-ce que c'est nouveau? Ben, tu sais, ça a vraiment été une science qui date de très, très longtemps pour des traitements? Ben, en fait, si on retourne vraiment en arrière, il y a me semble que c'est Franz Hampton Mesmer. Franz Hampton Mesmer, me semble que c'est son nom. C'est un médecin. Qui date, il a fait la théorie du magnétisme animal dans les années à peu près 1770. Là, c'était les premiers travaux qui ont sorti là, sur l'hypnose, dans les années 1770 par un médecin. À ce moment-là, on appelait ça, c'est ça, le magnétisme animal, aussi appelé le mesmérisme. Puis à ce moment-là, la définition, c'était qu'il y avait un fluide subtil provenant du cosmos qui circulait puis qu'on pouvait travailler. On avait cette définition-là. Mais ces travaux-là ont évolué vers énormément d'approches différentes. L'hypnose a été travaillée. On prend juste Erickson. Tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité des gens connaissent l'hypnose ericksonienne. Erickson a fait évoluer l'hypnose vers le thérapeutique, vers l'accompagnement, puis c'est le créateur de l'auto-hypnose, puis d'autres formes d'hypnose aussi. Puis on a aussi François Roustagne, un des précurseurs aussi de l'hypnose d'accompagnement. Fait que, ça fait longtemps, là, ces hommes-là, ça fait longtemps là, qu'ils travaillent sur l'hypnose, puis il y en a eu bien d'autres avant eux autres. Fait que l'hypnose, c'est peaufiné. Elle a évolué. Moi, j'aime dire, elle a grandi positivement. On l'a aimé, on a arrêté. Vu, mettons, genre, comme c'était des magiciens, mettons, là, il y a eu beaucoup d'hypnose dans ces années-là, 1700-1800. Fait que là, on a eu des hypnotiseurs de scène qui avaient quand même du succès parce que, l'hypnose de scène, c'est une forme d'hypnose qui existe, qui est bien réelle. C'est une forme d'hypnose. Mais il y a eu aussi des gens qui utilisaient mal l'hypnose de scène, puis qui s'embauchaient des acteurs. Puis là, je vais vraiment loin dans le temps. Fait que, ça a donné peut-être un drôle de regard à l'hypnose dans ces années-là. Puis, à un moment donné, les travaux
Ils se sont mis un peu sur pause. Puis, ils ont repris par d'autres professionnels de la santé, des médecins surtout qui travaillaient sur l'hypnose dans ces temps-là. Mais il y en avait qui avaient des réussites extraordinaires là, avec des gens, avec ces techniques-là. Fait que ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de formes d'hypnose qui sont apparues avec les années. Puis nous aussi, je dirais que moi, quand j'ai commencé là, en 2010, là, c'était quand même peu connu. Il y en avait, on connaissait ça, mais on pensait plus à de la scène qu'à de l'accompagnement. Là. Mais ça, c'est beaucoup au Québec. Y a-t-il un endroit dans le monde où il y a comme une sommité, je sais pas, genre en Norvège, où je pense aux moines tibétains, à quelque part, là, y a-t-il un endroit comme précurseur qui est dans un village quelconque qui promouvoit vraiment ça, puis on voit des avancées fortes. C'est un épicentre. Il y a en France, l'hypnose fait beaucoup partie du champ médical. On en voit beaucoup. Puis voyez-vous, j'étais allée à Paris en avril, puis je me promenais dans les rues. Énormément de bureaux d'hypnothérapeutes. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis je trouvais ça le fun. Moi, je trouvais ça beau. Je me disais, hey, wow, ça me donnait quasiment le goût de cogner une porte. Hey, peux-tu me prendre? Aujourd'hui, s'il te plaît. Mais tu sais, c'est ça. Ils sont très évolués dans ce domaine-là. Puis, ils l'intègrent dans plusieurs pratiques. Aux États-Unis aussi, ils font beaucoup de recherches sur l'hypnose de fonctionnement du cerveau, sur les résultats qu'on peut obtenir. Fait que, tu sais, il y a des pratiques un peu partout. Puis, je le disais justement à François en fin de semaine, puis je disais, tu sais, j'écoutais une vidéo là, d'Olivier Maldelrieux. C'est un pharmacien français, mais il est spécialisé en hypnose, il est en France. Il est super intéressant, là. Puis lui, il fait beaucoup d'accompagnement pour les athlètes de haut niveau en hypnose. Puis c'est vraiment des athlètes de très haut niveau, il fait de l'accompagnement. Puis il disait dans une de ses vidéos où est-ce qu'il parlait de l'accompagnement qu'il faisait que plus de 75% des athlètes aux États-Unis et en Angleterre ont leur propre hypnothérapeute. T'sais, parce que c'est bénéfique, là, la préparation mentale, c'est bénéfique de préparer aussi le mental, puis le corps aussi en même temps. Parce qu'au final, quand tu fais du sport, ton mental est là, ton corps est là. Tu sais, des fois, ton mental peut te nuire, venir affecter un peu tes performances. Tu commences à perdre confiance en toi pendant que pendant ton sport. Là, tu peux te ralentir, tu peux tomber bien stressé, tu peux manquer des mouvements. Mais si ton mental est super fort, ben l'harmonie entre le corps et l'esprit est là. C'est dur de ramener une tête quand tu pognes un bas fond. C'est vrai que c'est pas facile de ramener sa tête. C'est vraiment / impossible. Fait que ça peut vraiment aider. Mais ouais, qu'est-ce que t'en penses de l'hypnose de scène, de Mesmer et ces choses-là? Ben moi, personnellement, je trouve que Mesmer, il y a beaucoup de talent, tu sais, je veux dire, c'est de l'hypnose qui est pas facile à faire, tu sais, c'est de l'hypnose, on appelle ça de spectacle, ça prend beaucoup de pratique pour pratiquer ces techniques-là. Tu sais, fait que, il faut savoir que c'est une forme d'hypnose qui existe, mais c'est pas la seule. C'est pas fake. Là. Non, c'est pas fake. C'est vraiment des vraies techniques. C'est de l'hypnose de scène. C'est de l'hypnose avec de la suggestion un peu plus directive. Fait que, mais c'est malade, ce que genre, les gens sont capables de faire. Je le trouve très talentueux, je veux dire. Mais est-ce que c'est thérapeutique? Non. Fait que si moi, je veux aller voir quelqu'un pour de l'accompagnement, ben il faut que j'aille voir un professionnel qui fait de l'accompagnement thérapeutique. C'est une autre forme d'hypnose. Fait que... C'est sûr, si tu rentres avec de l'anxiété et tu sors, t'es une poule. Ben, je suis une poule pas anxieuse. mais ultimement, genre, j'ai une amie qui s'était fait hypnotiser par Mesmer, puis moi, je savais pas si ultimement, il y en a quand même des gens qui sont en doute par rapport à la véracité de tout ça. Puis comme tu dis, il y en a dans le passé qui ont utilisé des acteurs et tout. Fait que je pense qu'il y a comme un doute fondé. Mais comme de connaître mon ami, puis c'est clairement un sophisme, mais parce qu'elle l'a vécu, je comprenais que c'était vrai. Moi, je l'ai vécu. Là. Il y avait un festival à Sherbrooke sur la rue principale, puis il y avait un show d'hypnotisation, puis j'étais allé voir, entre deux performances, j'étais allé voir l'hypnotiseur, puis j'ai dit avec un de mes chums, hey, j'y crois pas à ton affaire. Il me dit, c'est bon, revenez dans 15 minutes, les boys. Fait qu'on monte sur scène, moi et mon chum Dum, puis comme de fait, il fait un genre de test de réceptivité au début. On était tous les deux réceptifs, puis je me suis retrouvé à danser en chess, man, avec mon chum, man, devant une foule. Non, mais c'est ça, mais après, quand tu vois que, genre, ça fonctionne dans le spectacle... Puis mes amis étaient tous là devant moi, là, puis je les voyais, là, puis j'étais 100% conscient, là. Je les voyais, puis moi, j'étais 100% conscient que je dansais, genre, devant tout plein de monde, puis tout ça. Puis de danser, genre. Oui, puis j'avais envie de me réveiller, mais j'étais pas capable non plus, là, tu sais. J'avais envie de faire « fuck off, ça marche pas ton affaire », tu sais. Mais il a réussi son coup sur moi, en tout cas. Mais de voir que ça... Puis c'est pour ça que je pose la question, puis pas nécessairement pour
dire qu'un est niaiseux puis que l'autre est professionnel. On dirait que c'est juste de voir que ça fonctionne. On dirait que ça me rajoute quasiment plus de crédibilité envers qu'est-ce que vous faites, parce que je me dis, s'il est capable de me transformer en poule, je me dis, t'es sûrement capable de travailler mon stress. Ultimement. C'est toujours important parce que les gens pensent que quand ils vont aller voir un hypnothérapeute, ça va avoir l'air, ils vont perdre possession de leur corps, ils vont perdre leur jugement, mais non, ça c'est une forme d'hypnose, mais il y en a d'autres. Il faut faire la différence. Fait que, quand on veut de l'aide, on va se tourner vers d'autres formes d'hypnose qui n'ont rien à voir avec ça. Là. Puis, comme tu dis, arrêter de fumer, c'est pas genre je sors puis je prends pas mon char pour pas aller au DEP, pour aller m'acheter un paquet, puis j'ai pas un dégoût de la cigarette que je vais avoir, mettons, encore envie, mais je vais avoir les outils pour dire c'est pas nécessaire, j'ai pas envie, j'ai confiance en moi, c'est pas... pas tout le temps. C'est du cas par cas. Des fois, il y a des gens qui vont sortir après une séance d'hypnose puis c'est fini. Il va avoir un dégoût. Puis j'ai entendu ça. Pas nécessairement le dégoût, c'est pas tout le monde, mais il y en a que c'est fini. Ils se posent même pas la question. Non, je me souviens d'une personne... je ne suis plus un fumeur. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est drôle parce que... Je me perçois comme plus un fumeur, donc... Oui, exact. Fait que la personne, dans le fond, ça m'avait frappé parce que la personne, avait fait une séance d'hypnose, puis à chaque fois qu'elle avait une pensée pour la cigarette, elle disait « mais pourquoi je pensais ça? C'est vrai, je fume plus. Oh. » Fait que là, automatiquement, la pensée disparaissait. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui vont accrocher sur certaines choses, puis là, ça va vraiment les aider à se programmer les habitudes. Puis il y en a d'autres, des fois, ça va être un petit peu plus difficile. Ouais. Moi, quand j'ai arrêté de boire, c'était un peu ça. Genre, plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter, puis moi, j'ai fait « Hey, je suis quelqu'un qui boit plus. Je suis ça. Je suis ça. » Puis comme quand j'ai accepté ça, j'ai fait « C'est ça. » Quand les gens me le demandent à cette heure, c'est ça ma réponse, c'est ça. C'est comme... Puis à force de le dire, tu y crois, puis t'as comme peu le choix de le faire, parce que c'est comme... J'ai dit à tout le monde, j'étais ça. C'est pas je fais 2 semaines, je suis sur le bord de recommencer, je peux faire un petit cheat day, puis exact. Ok, tu te perçois plus. Ouais, c'est ça. Ben, on peut pas dire qu'un jour je vais recommencer à boire, mais comme au moins, tu sais, pendant le... je sais pas, y en a-tu d'autres qui voulaient revenir? Moi, Mais toi, tu voudrais pas savoir un peu, justement, tu sais, surtout dans ton domaine, là, dans ta pratique sportive, qui est du... j'ai juste longue haleine, mais tu sais, des marathons, des affaires de même, c'est quand même tough au niveau du stress. T'as pas des questions là-dessus, genre comme la préparation? Il y a pas des choses que toi, tu voudrais aller consulter pour... Oui. Tu sais, exemple, en ce moment, ce qui arrive, contexte, j'ai un ultra-trail dans 2 semaines. Puis c'est... 125 km. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ma préparation de l'année, tu sais, puis... mais elle me stresse un peu plus que les autres du fait que c'est la première fois que je le fais puis tout, mais que j'aimerais ça faire une certaine performance parce que je me crois capable de, mais tu le sais pas tant que tu l'as pas fait, puis c'est un peu présomptueux d'arriver dans ce premier événement-là puis de viser un top quelque chose, tu sais. Versus que le finir devrait être l'objectif, tu sais. Puis là, ben, j'ai accumulé beaucoup de fatigue dans la dernière année et demie d'entraînement. Fait que là, c'est genre neurologique comme fatigue quasiment. Fait que là, je suis dans les 2 semaines de réduction d'entraînement avant l'événement. Puis j'espère que ça va passer, mais mettons, ça passe flush en ce moment, tu sais. Puis je me dis que là, s'il y a une part mentale, mais en même temps, une fatigue neurologique, tu sais, c'est scientifiquement, tu peux pas faire grand-chose contre ça. Fait que là, je suis comme dans cette zone d'inconfort de genre, ben j'espère que les 2 prochaines semaines vont vraiment faire du bien à mon corps, puis que les adaptations vont rester, puis que ça va passer. Mais en même temps, ça pourrait casser, tu sais. Fait que là, genre, à quel point il y a une part de mental là-dedans versus une fatigue neuronale, c'est... Je pense que c'est dur à dire, mais là, j'ai dit plein de termes que je maîtrise pas. Genre, fatigue neuronale, demandez-moi pas d'en parler plus longtemps que ça. Mais après ça, malgré ça, je pourrais réussir à le faire bien si mon mental est top shape, tu sais. Mais man, il commence à pleuvoir, ça se pourrait que ça détruise mon mental, tu sais. Fait que je sais pas si... là, tu t'apprêtes à faire de l'hypnothérapie pour les athlètes ou t'en as déjà fait ou Ben j'en ai déjà fait là, pour les performances sportives. Là. OK. Puis c'était comme plus du courte durée. Excuse-moi, ça va être super geek. Excuse-moi ce bout-là, mais c'était quel genre de sport ou Ben il y a eu toutes sortes de choses. En fait, tu sais, mettons dans l'accompagnement qu'on peut offrir, je pense qu'on peut... Ben je pense pas. Là. Moi, ce que j'ai offert, c'est... Oui, j'en ai eu pour des courses. J'en ai eu aussi pour... des Ironman, j'en ai eu un. Après ça, j'en ai eu aussi pour des gens qui avaient des examens, des tests physiques à passer.
Ah ouais, pompiers, aux affaires de exact, ça, j'en ai eu plusieurs. Okay. Puis ça, c'est intéressant aussi, là, parce que c'est quand même, il faut performer, on veut performer, on veut réussir. Fait que ça aussi, c'est des choses que j'ai faites en accompagnement. Ouais, je serais curieux de voir, c'est ça, la force supplémentaire que ça peut emporter, mais je sais pas si ça peut... est-ce que je me trompe? Mais mettons, ça serait surtout de la visualisation. Tu parlais de la pluie puis tout de suite commencer à visualiser le fait que ça peut arriver, genre, pour te préparer. Ouais. Essayer de voir le pire qui peut t'arriver, je sais pas, ou c'est pas une bonne technique, ça, de voir le négatif avant que ça arrive. Moi, j'aime bien les suggestions positives. Là. Ouais, moi, j'aime bien le négatif. T'aimes bien le négatif? Non, mais je me dis, si je suis capable de... Moi, j'ai tout le temps eu une genre de... citation dans ma vie, c'est que si je suis bien avec le plan F, c'est que ça va bien aller, tu sais. Oh boy, t'as F. Ouais. Fait que je me dis, c'est worst case scénario, si je suis good avec le worst case scénario, c'est que ça va bien se passer, tu sais. Fait que je me dis, il pleut, c'est l'orage, il fait fret, j'étais encore capable de courir, parfait, tu sais. Après ça, ça peut juste être mieux, tu sais. Ça peut pas être pire que ça, tu sais. Fait que c'est positif ou c'est négatif? C'est négatif, ça. Écoute, t'as l'air d'avoir une connotation positive, fait que c'est positif pour toi. Ouais. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, là. Tu sais, des fois, les tournures de phrases, même si sont négatifs, mais moi, dedans de moi, si ça me fait vivre de quoi qui me fait du bien, là, c'est ça qui compte au final, tu sais, parce que là, je vais avoir une fréquence qui va être associée à ça. Ma fréquence est positive et elle est forte. Après ça, je file là-dessus. C'est exactement ça. Ouais, ben ultimement, j'aime ça de voir que le négatif, ce que je considère comme être du négatif peut être du positif, puis je pense que c'est bien. Ça dépend toujours de comment ton cerveau l'interprète aussi, hein, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est en dedans de toi une fréquence qui... Tu trouves la paix quand tu te répètes ça. Comme moi, la phrase que je me répétais quand j'ai accouché de ma fille, c'était « Non, je veux plus que ça prenne toute la place. Tu sais, c'est une connotation négative d'une certaine façon. C'est une phrase négative, mais moi, ça me faisait tellement du bien, là. Tu sais, fait que moi, ça m'a vraiment aidé à passer au travers, là, cette suggestion-là. Puis ce qui te faisait du bien, c'est ultimement de te rappeler que ça prend de la place puis que ça n'a pas besoin d'être... C'est le rappel qui te faisait du bien? Moi, j'ai été envahie, là. C'est pas compliqué, là. Tout ce à quoi je pensais, c'était à mon poids. Puis au fait que j'étais pas capable de perdre du poids. Fait que j'étais obsédée et envahie, là. Fait que ça prenait toute la place dans ma tête, puis j'avais l'impression de même pas de profiter de mon bébé. Là, je me disais, je me suis dit, paquet de conneries. Je veux plus que ça prenne toute la place dans ma tête, là. Je veux plus être obsédée par ça. Puis après ça, j'ai commencé, quand j'avais une pensée envahissante, moi, automatiquement, je tombais dans l'anxiété. Là, je me disais, non, je veux plus que ça prenne toute la place. Je décantais. Puis là, excuse-moi de pousser le truc un peu plus loin, puis tu me dis si t'es à l'aise ou pas, mais est-ce qu'après ça t'aidait à prendre des actions qui t'aidaient à gérer, genre, ton poids ou ta santé d'une manière XYZ, genre? Ça, c'est mon expérience, c'est pas l'expérience des autres. C'est important de s'en souvenir. Ça veut dire que ce qui a marché pour moi ne marchera peut-être pas pour les autres. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai été obsédée. J'avais vraiment des pensées envahissantes. Fait que je m'entraînais vraiment beaucoup. Et je ne maigrissais pas d'une livre. Puis je faisais super attention à mon alimentation. Je maigrissais pas d'une livre. Puis à un moment donné, j'ai même commencé à en prendre. Puis il y en a qui pourraient dire, ouais, peut-être que tu prenais du muscle un peu, mais... On dirait qu'en dedans de moi, je savais que j'étais hyper négative. J'y croyais même pas que je pouvais changer. Puis, quand que j'ai décidé que c'était assez, là, puis que là, je me suis commencé à me répéter, je veux plus que ça prenne toute la place. J'ai même arrêté tout cet entraînement de fou-là. J'ai commencé à manger normalement, puis je faisais juste des promenades en poussette. J'ai commencé à fondre. C'est comme... Je sais, tu sais, c'est comme... Tu sais, des fois, là, c'est ça, hein, tu sais, des fois, tu t'empêches toi-même de changer. Parce que on dirait que toutes tes pensées, tout le contrôle que tu vas avoir sur ton expérience, au final, tu n'as pas de contrôle. Moi, j'en avais pas de contrôle. J'ai eu le contrôle quand j'ai accepté que je l'avais pas. Puis c'est parce que tu te pesais tout le temps que tu voyais genre... C'est parce que je pose des questions parce que j'ai passé par là aussi au secondaire. À tous les jours, je m'écrissais pas, j'étais fru, c'est con ça, colère. Genre le monde le réalise pas, mais quand t'as un trouble alimentaire, on dirait que le trouble alimentaire, tu le vois juste comme genre aller se faire vomir aux toilettes, là, mais comme, mettons, moi je me suis pas rendu là, puis mais je me pesais genre 10 fois par jour, puis comme, c'est con parce qu'au début de la journée, t'es à X-poids, puis tu manges dans ta journée normalement, puis t'es comme, Chris, j'ai pris du poids, t'es comme, non, c'est juste, c'est normal quand tu te lèves à jeun que tu sois un peu plus léger sur la balance. Tu vas prendre 2 gros verres d'eau, puis ça se peut que tu augmentes. C'est une balance vraiment précise. Moi, c'était en point quelque chose, ça augmentait, puis j'étais comme... Puis ça jouait dans ma tête, là. Terrible. Puis, ultimement, c'est quand j'ai décroché de la balance
Puis peut-être que j'en ai pris du poids pendant un bout, mais après ça, j'ai dû juste m'ajuster puis devenir égal, mais il faut rappeler aux gens que, on dirait, puis j'écoute dire ça parce qu'il y a comme une tendance qui revient à être super mince, puis l'anorexie, je sais que ça, c'est les réseaux sociaux, c'est super. C'est un sarcasme. Puis la balance, c'est pas un bon outil dans la perte de poids, je pense. Je pense que tu pourrais sûrement dire la même chose. Ça dépend de notre relation avec la balance. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et si la relation avec la balance est malsaine, c'est pas un bon outil. Ouais. Si elle est saine, équilibrée, c'est correct de le garder. Hein. Je pense que ça dépend toujours de notre relation, de nos perceptions des choses. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai une question que j'aime beaucoup me poser, puis que j'aime beaucoup poser à mes clients, c'est de quoi as-tu besoin? 100 millions, à peu près, minimum. De quoi tu as besoin pour être heureux? De quoi tu as besoin pour réussir? De quoi tu as besoin pour te dépasser? De quoi tu as besoin pour avoir plus confiance en toi? De quoi as-tu besoin? Puis on laisse le subconscient répondre. Ben ça sera un extra du podcast. C'est juste nous trois qui parlent pas. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ouais. Non, mais tu te la poses aussi des fois, cette question-là, pour vrai? Non, je me la pose là. Ouais, hein? Non, effectivement, mais je devrais, peut-être. Ouais. J'ai jamais pensé. Je pense que je suis tellement slow que les 80 000 pensées par jour, genre, si je suis capable d'en avoir 5, que je prends la décision, c'est bon. Je pense que j'ai besoin de plus d'informations dans ma tête. Mais t'en as pas, toi, juste dans le daily de ta vie, genre des. Tu sais, mettons, tu vas courir des fois, là, puis genre. Tu penses à plein d'affaires. Si la table au bureau était pas direct. Hey, finalement, ma blonde a dit telle affaire, je sais pas si. Fuck off. Fuck off. Man, moi, c'est genre. Un pied devant l'autre, puis je suis comme, je respire-tu en même temps que mes pieds ou en même temps que mes bras? Puis c'est genre ça. Mais c'est une pensée, ça. Ouais, mais. Non, mais fuck out, tu sais, je pense pas à ce que ma blonde a dit, comment ça a été au bureau de. Rien. Moi, je vis le moment. Moi, je go with the flow, là. Peu importe. Il y a une mauvaise nouvelle, je suis comme, ça va s'arranger. On va trouver une solution. La vie est faite de. Ça avance. Ça sert à rien de boquer à quelque chose. Ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, il y a une branche, il y a un chemin qui va se prendre, puis on va finir par faire de quoi qui va marcher. Puis si ça marche pas, ben c'est parce que c'était pas dû pour arriver, que si on s'est fait mettre tel bâton dans les roues, maintenant, on travaille avec ce qu'on a aussi. Fait que tu sais, toi t'aimes beaucoup, mettons, s'il y a tel, ben là, il va falloir changer ça. Je comprends à un certain niveau, il faut trouver des solutions. Mais à un moment donné, on peut pas faire un gâteau si j'ai juste 2 œufs, tu sais. Ouais, il faut être réaliste sur si j'ai pas les éléments de la recette, je peux pas offrir le gâteau à la fin. Ouais, mais tu peux prendre une marche puis aller au supermarché puis aller chercher ce qui manque, tu sais, même s'il pleut puis il y a du verglas, tu sais. Tu peux te demander de quoi j'ai besoin pour faire mon gâteau. Moi aussi. Ouais. Ah là, je vous aime. Quelle sorte de gâteau? Moi, je suis comme, j'ai juste des œufs, je peux te faire des omelettes, mais si t'attends un gâteau, je peux pas te le faire. T'sais? Fait que je suis plus dans le sens, genre, voici ce que j'ai pour travailler. Voici ce que je t'offre. Voici ce que je peux t'offrir. Prends un gâteau, s'il vous plaît, ça va être un omelette. Non, mais tu comprends la métaphore ou je crois aller dans la cuisine? Non, c'est bon. C'est quand même clair. Mais ça, c'est intéressant, là. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, mettons, ce qui fonctionne le mieux, mettons, en programmation, là, tu sais, c'est d'apprendre à se détacher du résultat. Tu sais, des fois, là, trop d'émotions négatives, tu sais, va nous laisser dans le contrôle, dans du stress, dans des peurs, dans des doutes. Puis trop d'émotions positives, c'est pas mieux non plus, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, dès que je suis trop dans le high, ben il y a toujours un risque que je tombe, tu sais, de ce high-là, puis que je tombe dans le négatif. Fait que des fois, là, juste, bon, c'est ça que j'aimerais, c'est ça que je veux, je prends un pas de recul, puis je laisse les choses se faire, tu sais. Au final, là, c'est ça de la programmation aussi. Ouais, moi, je suis un Internet positif comme toi, là, puis tu sais, durant le cancer de ma blonde, là, j'étais comme, ça sert à rien de pleurer. Là. J'ai pleuré en crise, on a pleuré ensemble, tout, là, c'est sûr. Mais j'ai toujours été positif, j'ai toujours fait comme, non, ça va aller, elle va s'en sortir. Puis là, je veux pas venir avec la hashtag, ça va aller, mettons, genre, tu sais, de la pandémie, puis tout ça, il disait ça, tu sais, ça va aller, là. Mais j'étais un peu de même, moi, dans ma tête, genre, c'est comme, ça va aller, on va trouver une solution, on va, tu sais, je reste confiant, puis positif. Même la pandémie, il avait raison, là. Oui, mais c'est pour ça que je dis, j'ai haï le hashtag, ça va bien aller, parce que, tu sais, on s'est écœuré de tout ça, là. Ouais. Mais c'était la bonne chose à penser aussi. Ouais. C'était la bonne façon de penser, là. Ouais. Dans le moment, c'est peut-être rough, mais de s'accrocher à ça, c'est mieux que de s'accrocher à rien, I guess. Mm-hmm. Ouais. C'est pour ça qu'on fait un bon duo. Tout peut, ben, ouais. Non, mais les esprits se chauffent crissement souvent. Mais dans l'idée que on retourne dans la cuisine. Que j'ai 2 œufs puis je veux juste faire une omelette. Toi, t'essaies quand même de pousser pour aller faire le gâteau puis d'offrir le gâteau malgré tout. Puis moi, je te retiens en disant, tu sais, regarde,
peut-être pas faire un gâteau, un cupcake, c'est un bon milieu, tu sais. Ouais. Fait que c'est de dire. Qu'est-ce qu'on fait des bons cupcakes? Non, mais tu vas vouloir toujours donner le meilleur, mais comme Cindy a dit, dans un certain point, ça va donner de l'anxiété parce que là, j'ai pas les outils pour aller travailler, puis faire ça, puis offrir ça comme j'aimerais, puis là, ben là, je prends plus de temps sur ma vie privée, je serais capable d'aller faire telle affaire que j'ai pas le temps de faire sur mes heures. Il y a tout ça qui te roule dans la tête, puis t'es pas capable de dormir, puis moi, au contraire, je suis comme, pas eu le temps aujourd'hui parce que on m'a pas donné le temps. Ça ira demain. Je me couche, tu sais. Ah, mais toi, tu sors bien, là, man. C'est pour ça qu'on dort bien, moi, putain. Il y a une fois, je me suis hypnotisé avec parce que je dormais moins bien. Je sais pas pourquoi. C'était un peu... Je voyais, quand tu parlais de la technique de l'ascenseur, je suis allé lire sur Internet, puis je me suis auto-hypnotisé. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est que juste, tu fermes les yeux, il fait noir, normalement. Tu fermes les yeux, il fait bien clair. Il n'y a pas de paupières. Puis pour descendre dans les stades, il y a comme un autre voile noir de paupières qui tombe sur tes yeux. Il fait plus noir. Puis je me voyais un peu comme dans ma tête, comme Inside Out, là, les petites émotions dans ta tête. C'est comme si j'étais dans mes yeux, hein, ma petite personne moi. Il fait plus noir. Il fait noir, mais on dirait que tu vois toujours un peu de lumière, même s'il fait noir dans ta chambre. Il y a un autre voile. Il fait plus noir, plus noir, plus noir. Puis là, je m'endormais à genre 3-4 voiles de noirceur, plus noir. T'as vraiment l'impression, tu le vois, on dirait que je vois toujours une lueur. C'est comme compter des moutons un peu. C'est demain je le voyais. Fait que quand tu parlais de stade, c'est un peu ça. On dirait que je descendais dans il fait plus noir, puis là, je tombais plus fatigué. Plus noir, puis à un moment donné, je me réveillais. Le lendemain. Ça marchait. J'ai fait ça genre 5 nuits, puis après ça, plus de problème. Ah, mais c'est un peu genre des témoignages de même, puis ce que tu dis, c'est ultimement, moi, ce que je ressors de cet épisode-là, c'est que, tu sais, c'est pour sûr que ça n'a pas, le mental a une énorme incidence sur votre vie en général, puis si jamais vous voulez aller plus loin là-dedans, mais comme on peut le faire accompagner, tu sais, puis ça peut vraiment mener à des... pas nécessairement, j'allais dire des sommets, mais comme certains peuvent aller chercher des sommets s'ils veulent pour la performance ou quoi que ce soit, mais des fois comme un baume aussi sur certaines blessures, puis ça, des fois, ça peut être la chose qui fait une différence dans une vie, là, à ce que j'en comprends. Tu as dû aider beaucoup de monde, puis j'imagine qu'ils sont très reconnaissants. Ben, en tout cas, j'ose y croire. Ouais. Ben, c'est un peu pour ça, j'imagine que tu fais ça aussi. Aider les autres, ça fait quand même du bien. Là. Puis c'est agréable. Là. Quand j'étais jeune, je disais, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je veux aider. Je sais pas comment, mais je veux aider. Fait que, tu sais, j'ai toujours été en relation d'aide. Là. J'ai travaillé avec la clientèle très difficile, avec des prévenus. J'ai travaillé avec les toxicomanes, avec d'autres types de clientèle. Puis j'ai toujours... moi, c'est ça. Je me souviens d'un de mes superviseurs de stage qui disait... tu sais, toi, Cindy, les gens avec toi, ils se sentent pas jugés, même s'ils ont vécu des affaires plus difficiles. Mais tu sais, moi, on dirait que j'ai toujours eu cette ouverture-là, tu sais, ce désir profond-là, tu sais, d'écouter, d'être disponible, puis de faire ce que je peux pour l'autre. Puis en hypnose, ben c'est juste, c'est de la relation d'aide. Hein. Tu sais, fait que oui, on a des techniques, elles sont, moi j'ai envie de dire, elles sont magnifiques, elles sont miraculeuses parfois, mais il ne faut pas oublier que c'est un contexte de relation d'aide, c'est de l'accompagnement. C'est une présence à l'autre, c'est de l'écoute, c'est de l'authenticité, de la congruence, puis ça fait toute la différence. Ben, that's it. Moi, je suis vendu. I'm gonna try it. Yeah. Ah, mais il y avait une question, genre, est-ce qu'un criminel, je pense que tu avais répondu non, est-ce que tu l'hypnotiserais pour le déculpabiliser? Tu accepterais d'hypnotiser un criminel pour une enquête? Ben, écoute, je pense, en toute sincérité, je pense que j'ai pas la compétence pour ça. Je pense que ça prendrait vraiment quelqu'un qui a étudié en criminologie pour pouvoir hypnotiser un criminel. Criminologue, je sais pas trop, là, ouais. Il y en a de plus en plus des gens formés en hypnose hein, dans toutes sortes de domaines. Ouais. Tu sais, l'hypnose, j'ai déjà lu des articles, là, ça a déjà été utilisé dans certaines enquêtes dans le passé, là, mais fait que, tu sais, moi, je serais pas à l'aise parce que je serais pas compétente pour faire ça. C'est une bonne réponse professionnelle. À cette heure, mettons contexte. non, mais ultimement, j'imagine que si t'as un background plus poussé, ok, mais ça doit être tough. Après ça, comment tu passes ça en cours de genre, il était sous hypnose, il a dit telle affaire, c'est comme... Non, c'est ça, j'ai pas ce qu'il faut, moi, pour faire ça. Ouais, bonne réponse. Ben moi, je suis dans de l'essayer, vous autres. Ben, en tout cas, moi, je connais un endroit où c'est que tu pourrais l'essayer. Ouais, c'est à la clinique Orientation et Hypnothérapie de Cindy Croteau. Fort. Ouais,
Pas de problème. Ben, écoute, quand on n'en a pas, on n'a pas besoin. Non. Tu vas m'en trouver. Non. Non, moi j'en ai beaucoup, fait que je vais te faire bien du cash. Sur ce, mesdames et messieurs, lien dans la description. Abonnez-vous. Ouais, on va mettre les liens justement de ta page Facebook. Parce que vous êtes sur Facebook, pas Instagram, hein? L'école est sur Facebook et Instagram. L'école, c'est Neuroformation. Puis sur Facebook, Instagram. La clinique est juste sur Facebook. On va mettre les liens dans les commentaires. Fait que... Checkez ça. Super. Passez une belle semaine. Ciao. Merci, Cindy. Merci. Et si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.